au bord de la guerre nucléaire en raison d'un manque de diplomatie. Les remarques suivantes ont été prononcées lors d'une conférence internationale de l'Institut Schiller par l'ambassadeur Chas W. Freeman, Jr., USFS, RET, par vidéo le 7 décembre 2024. Je me tiens devant vous en tant qu'Américain. Je suis pleinement conscient que le comportement récent de mon pays lui a coûté son autorité morale et a tourné une grande partie du monde contre lui. Certains voyageurs américains évitent maintenant l'ignominie en se faisant passer pour des Canadiens. Dans la patrie américaine, la majorité cherche réconfort et sécurité dans le déni ou le silence prudent. Nous habitons un monde où qui dit quoi semble compter plus que ce qui est dit. Mais toute déclaration en désaccord avec le récit officiel est immédiatement qualifiée de désinformation, refusée d'audience et supprimée du dossier public. Dans ces circonstances, il est clair qu'il y a un argument à faire valoir pour l'auto-illusion et la lâcheté politique, ce qu'on pourrait appeler la politique de l'autruche. Mais la réalité est immuablement là, que nous la reconnaissions ou non. Ne rien dire et ne rien faire ne réduit pas et ne peut pas atténuer les risques des crises mondiales actuelles. Mais prendre l'initiative de le faire est essentiel si nous et notre espèce voulons survivre et prospérer en paix. L'espèce humaine n'a jamais représenté un danger aussi grand pour elle-même qu'elle ne le fait actuellement. Si le changement climatique d'origine humaine ne rend pas notre planète inhabitable, plusieurs guerres nucléaires en préparation pourraient bien le faire. Dans l'ordre mondial bipolaire de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba a rappelé à tout le monde les risques pour l'existence humaine qu'un échange nucléaire impliquerait. Après cela, les dirigeants de Moscou et de Washington ont résolu d'éviter une guerre qui pourrait s'intensifier au niveau nucléaire. Dans les dernières étapes de la guerre froide, les relations coopératives entre les États-Unis et la Chine ont écarté toute idée d'un échange nucléaire entre les deux. L'Inde et le Pakistan, un autre dyade nucléaire, ont montré que les puissances nucléaires pouvaient se battre sans nécessairement escalader au niveau nucléaire. Mais le monde a changé, et l'allergie nucléaire qui induisait la prudence n'est plus ce qu'elle était. L'ordre mondial humanitaire que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale avaient envisagé a expiré. Des violations flagrantes du droit international, invasions, génocides, agrandissements territoriaux, violations graves des droits de l'homme, se produisent désormais en toute impunité. Dans les ordres fondés sur des règles, unilatéralement affirmées qui succèdent au droit international et à la courtoisie, les forts font à nouveau ce qu'ils peuvent, tandis que les faibles souffrent ce qu'ils doivent. L'adage selon lequel une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée a été mis de côté, alors que les 9 puissances nucléaires introduisent de nouvelles ogives et vecteurs de lancement et intensifient leurs menaces les unes envers les autres. L'imprudence a rendu la guerre nucléaire entre la Fédération de Russie et l'Occident collectif une possibilité imminente. La Chine et les États-Unis se préparent chacun à une guerre au sujet de Taïwan, qu'ils reconnaissent tous deux comme pouvant devenir nucléaire. La Corée du Nord promet de répondre à toute tentative de changement de régime par une attaque nucléaire contre les États-Unis. Israël cherche une guerre pour éliminer l'Iran en tant que contrepoids à ses politiques génocidaires et à son expansion territoriale, et n'exclut pas l'utilisation de son arsenal nucléaire pour y parvenir. L'absence de moyens de communication efficaces entre les puissances nucléaires aggrave le risque. Des accords clés de contrôle des armements ont expiré ou ont été abandonnés. Personne ne cherche à les remplacer. Il n'existe actuellement aucun mécanisme fonctionnel pour le contrôle de l'escalade entre belligérants dotés de l'arme nucléaire. Le dialogue diplomatique entre les grandes puissances nucléaires est rare ou inexistant. En 4 ans en tant que secrétaire d'État, Antony Blinken n'a pas une seule fois visité Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a été accueilli pour la dernière fois à Washington il y a 5 ans. Plutôt que de s'écouter, Washington et Pékin échangent vainement des arguments combatifs. Israël et l'Iran ont surpassé Washington, Moscou et Pékin dans la diabolisation
et l'ostracisation mutuelle. En l'absence d'une vision de paix soutenue par la diplomatie, la dérive vers une escalade supplémentaire en Ukraine, en Asie de l'Ouest, dans le détroit de Taïwan et en Corée se poursuit sans relâche. L'Ukraine a vaillamment résisté à l'invasion par la Russie, mais a maintenant clairement perdu la guerre. Elle est militairement épuisée. La guerre a dévasté son infrastructure et ruiné son économie. La Russie prend progressivement plus de son territoire. L'Ukraine a été dépeuplée. L'Occident continue d'insister pour qu'elle combatte la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Mais les Ukrainiens restants ont besoin de paix, pas de guerre. Pour mettre fin à la guerre sans perte supplémentaire, l'Ukraine doit revenir aux termes russes désagréables auxquels elle a consenti il y a 2 ans et demi à Istanbul. Ni l'Occident ni l'Ukraine n'ont proposé d'alternative réaliste. Au lieu de cela, les deux ont continuellement attribué à la Russie des objectifs qu'elle n'a jamais adoptés et qu'elle n'a pas la capacité de réaliser. À savoir la conquête de toute l'Ukraine comme première étape vers la conquête de toute l'Europe. C'est de la propagande destinée à renforcer le soutien européen pour affaiblir et isoler la Russie. Une peur alimentée par des conjectures sans fondement, enflammées par la paranoïa de la guerre froide. Les conditions de Moscou pour la paix en Ukraine et en Europe ne sont pas un secret. Elles ont été clairement énoncées dans sa demande de négociation de décembre 2021. La position russe n'était pas une surprise. Moscou l'avait exprimée pour la première fois en 1994. Mais le refus de l'Occident de discuter face à un ultimatum clair a surpris Moscou. Cela a déclenché sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine 2 mois plus tard. Les objectifs d'Heraclieri de la Russie en Ukraine sont dénazification et démilitarisation, mettre fin à la persécution des Russes et d'autres minorités en Ukraine et mettre fin aux menaces sécuritaires pour la Russie émanant de l'Ukraine. La restauration de l'Ukraine du stade inaligné et de l'Édéné. Les négociations avec les États-Unis et d'autres pour élaborer une architecture de sécurité européenne qui puisse rassurer à la fois la Russie et l'Occident. Les 2 premiers objectifs sont parallèles aux dispositions du traité d'État autrichien de 1955. Celui-ci a mis fin à l'occupation de cette partie résiduelle de l'ancien Troisième Reich par les forces britanniques, françaises, soviétiques et américaines. Il a créé un État autrichien indépendant et neutre, dans lequel les droits linguistiques et culturels des minorités étaient garantis au niveau international. Il a fourni une base solide pour la démocratie autrichienne prospère d'aujourd'hui. Il a établi un précédent sur lequel une Ukraine neutre, indépendante et démocratique pourrait encore être construite. Une telle Ukraine serait à la fois un tampon et un pont entre la Russie et le reste de l'Europe. Le processus d'adhésion à l'UDMMR pourrait remédier à de nombreux maux actuels de l'Ukraine. Parmi eux, sa corruption notoire. À noter, la Russie n'a jamais objecté à l'idée que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Le partenariat pour la paix que la Russie a rejoint en juin 1995 a le potentiel de devenir un système de sécurité coopératif pour l'Europe soutenu par l'OTAN. L'histoire européenne avant la guerre froide démontre que sans la participation de la Russie à la gestion de la paix et de la sécurité, l'Europe ne peut pas être stable. Étant donné le rejet par Kiev des accords de Minsk et le sang que la Russie a versé pour protéger les russophones dans les oblasts qu'elle a officiellement annexés, Moscou s'attend à les conserver. Il ne fait guère de doute que cela correspond à la volonté de leurs habitants. Mais la Russie doit apaiser les inquiétudes en Occident concernant ses intentions stratégiques. C'est un préalable à l'obtention d'une paix stable en Europe. Aussi réticente soit-elle, la Russie devrait envisager de permettre des référendums supervisés internationalement dans les parties de l'Ukraine qu'elle a occupées. En Ukraine, comme dans le conflit coréen, la fin des combats suivra probablement plus tôt qu'elle ne précédera les négociations. Un armistice à la coréenne perpétuerait les tensions et l'animosité plutôt que de créer une paix ukrainienne sur laquelle une paix européenne plus large pourrait être construite. Les Ukrainiens et les Russes
doivent fixer des frontières qui leur permettent de coexister pacifiquement à l'avenir. Comme ce fut le cas lors de la paix de Westphalie, les négociations seront complexes, prendront du temps et impliqueront des discussions dans divers forums avec des participants variés. Mais aussi difficiles qu'elles puissent être, des solutions négociées pour l'Ukraine et un nouveau système de sécurité européen sont à la fois en retard et désespérément nécessaires.